grand journal, Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal de Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, qualification du 11 national de football pour la Copa América Centenario qui se déroulera en juin 2016. Les Grenadiers ont battu ce soir la sélection trinidadienne 1-0 grâce à une superbe réalisation de Pascal Millien. Dans l'actualité également, tout est fin prêt du côté du Conseil électoral provisoire pour la réalisation des élections du 24 janvier 2016. Le CEP entamera la distribution des matériels sensibles et non sensibles à travers tout le territoire national dimanche prochain, annonce son secrétaire exécutif. Toujours dans l'actualité, l'opposition politique ne démord pas et persiste à obtenir l'annulation de ce qu'elle appelle un coup d'État électoral. Une nouvelle journée de manifestation de rue a été organisée en ce sens à Port-au-Prince. La Banque interaméricaine de développement rejoint le projet SMASH lancé en juin 2013 par Brana en vue d'obtenir la production de sorgho dans le pays. La BID apporte une contribution estimée à 2,4 millions de dollars à ce projet. Et puis à l'étranger, capture ce vendredi par les autorités mexicaines du baron de la drogue Il Chapo. En cavale depuis juillet 2015, Joaquín Guzmán a été jusqu'ici l'un des hommes les plus recherchés de la planète. Voilà pour les titres. Avec l'eau de l'espoir, j'ai un petit cap, je t'y a. Demain à lever Goloa. Leslie Center, c'est mettre pour l'État. Oh yeah. C'est que t'es passé que tu Leslie Center, c'est mettre pour l'État. L'on pense pour l'État. Pensez Leslie Center. Pas de tête. Oui. Ou qu'un millionnaire. At Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. Pour qu'un millionnaire. At Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. C'est que t'es passé que joue Leslie Center, c'est mettre bolette là. Depuis que je servi avec smartphone Natcom, le travail est plus facile. Je suis capable de faire photo avant ce chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une bonne instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ce qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous. Je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone c'est qu'il vient d'ici. Ça veut dire, je vais numéro business ensemble avec numéro personnel sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus un téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec amis, mais là, arrive pour faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone juste pas capable de vivre sans lui. Nyon Haïti, yon réseau. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de l'actualité. C'est avec une bonne note que nous démarrons le journal de ce soir. La sélection haïtienne de football a composé son billet de qualification pour l'édition spéciale marquant le centenaire de la Copa América. La Copa América Centenario qui se jouera aux États-Unis en juin prochain. Les Grenadiers ont battu ce soir la formation trinidadienne de football 1-0 grâce à une réalisation signée Pascal Millien à la 85e minute de jeu sur un centre-tir. Ce sera la première participation d'Haïti à une phase finale de la Copa América.
Haïti, élection à présent. C'est à partir de ce dimanche que le Conseil électoral entamera la distribution des matériels sensibles et non sensibles à travers tout le territoire national en vue de l'organisation des prochaines élections. Le directeur exécutif du CEP, Mousler Georges, qui en a fait l'annonce ce vendredi, a affirmé que le Conseil est techniquement prêt pour organiser les élections du 24 janvier 2016. On l'écoute au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Maxo Joseph. Techniquement, qu'a dit que tout matériel nous avons besoin pour faire l'élection, nous avons là ici depuis avant Noël et matériel ça à partir de dimanche, matériel ça a commencé à arriver dans le département. Nous avons déjà avant Noël, élection 27 reportée, à partir de dimanche prochain, nous avons commencé à voyer matériel sensible et non sensible dans le département. Parce que nous connaissons une opération d'envergure, les pour mener tout kit électoral, tout matériel sensible, ça veut dire bulletin et procès-verbal, liste de management pour mener dans le département, vraiment son opération qui demandait une mobilisation. Et à partir de dimanche, on a commencé à faire ça. Et avant la semaine prochaine, on a fini de distribuer dans tout le pays, tout matériel, puisque une OPS qui est responsable question logistique, vous mettez procès verbal, vous mettez matériel sensible, vous mettez tout ça qui gagne à qui d'électoraux dans le centre de vote, lui-même a besoin un minimum de 3 jours pour que les distribuer de chef-lieu département à centre de vote, il a besoin de 3 jours pour lui faire ça, pour nous capables de gagner le 24 janvier, nous gagnons tout le matériel qui est disponible dans chaque centre de vote pour que le 24 janvier à 6 h du matin, nous sommes capables de commencer l'opération voiture Jean Laloy Mandé. Dans le souci d'appliquer les recommandations de la commission d'évaluation électorale indépendante, Mousler Georges informe que le CEP est en train d'évaluer le personnel vacataire, y compris les membres qui ont leur nom figuré sur les procès-verbaux mis à l'écart par le BCEN et le délogement des centres de vote installés dans des maisons privées. D'un autre côté, le directeur exécutif annonce que le Conseil se prononcera sur les différentes recommandations de la Commission lundi prochain. Il était au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Maxo Joseph. Une recommandation que le Conseil, que la Commission d'évaluation a été faite, c'est que ensemble de maisons privées qui ont un centre de vote là-dedans, il faut que le Conseil la tape en disposition pour qu'il retire le centre de vote dans la maison privée. Donc, là encore, nous travaillons pour que tout centre de vote qui est dans la maison privée, sur tout le territoire, nous respectons les recommandations. Sans parler dans le détail, parce que nous disons déjà que le Conseil a parlé en conférence de presse lundi, sans parler dans tout le détail, on a déjà dit que les recommandations sont des recommandations que le Conseil a pris en compte pour que l'ensemble de centres de vote qui sont dans la maison privée soient capables de loger dans d'autres bâtiments qui ne sont pas dans caille privé. Lundi, encore, on a fixé un calendrier de formation qui prévoit pour le personnel vacataire. Généralement, nous faisons une formation pour grands formateurs qui eux-mêmes à former superviseurs et superviseurs à leur tour, ils ont formé membres de vote. C'est une formation qui fait en cascade. Et la semaine prochaine, on a fait formation superviseur. Je vais regarder pour ne pas nous date là, mais lundi, le conseil là a donné tout détail par rapport à séance de formation, puisque là encore, c'était une recommandation de la commission d'évaluation électorale indépendante. Le conseil là a pas détaillé ça dans la conférence de presse, l'a fait lundi. Réagissant sur le doute qui plane sur la participation de Jude Célestin au second tour de la présidentielle prévue pour le 24 janvier prochain, le directeur exécutif du CEP a fait savoir que le Conseil n'a jusqu'à présent reçu aucune correspondance de la part du candidat en question. Donc l'institution électorale maintient toujours la date du 24 janvier pour l'organisation de ces joutes. Parlons élection toujours. Le gouvernement des États-Unis salue l'annonce de l'arrêté présidentiel publié le 6 janvier dernier, convoquant le peuple haïtien en ses comices le dimanche 24 janvier 2016 pour le second tour de l'élection présidentielle et des élections législatives complémentaires et encourage tous les Haïtiens à participer aux élections dans la paix et le calme. Les États-Unis exhortent chacun à travailler pour assurer la transparence et la crédibilité dans ce processus démocratique fondamental.
Comme annoncé, Famille Lavalas a organisé une manifestation ce vendredi à Port-au-Prince en vue de dénoncer, je cite, le coup d'État électoral du 25 octobre dernier. Cette manifestation qui a débuté devant l'église de Saint-Jean-Bosco et a pris fin devant le local du Parlement haïtien au bicentenaire. Les responsables de Famille Lavalas n'entendent nullement baisser les bras, affirmant avoir bénéficié du support de l'opposition démocratique dans leur mobilisation contre ce qu'ils appellent un coup d'État électoral. Écoutons tour à tour Jean-Baptiste Bien-Aimé et lui Gérald Gilles au micro de Wesley Antoine et Samus David François. Nous dit que nous pas avec les gens qui ont voté nous. C'est nous-mêmes qui dans la rue, c'est nous-mêmes qui dans le nord-est, c'est nous-mêmes qui dans le sud, c'est nous-mêmes qui tout partout qui ont voté des sénateurs responsables. Au niveau du Parlement, nous engager pour nous continuer bataille, pour nous dire pour coup d'État électoral là, pas message là clair. Quitte lycée G8, quitte lycée G30, quitte lycée G-Peuple là. Est-ce que nous dit est-ce qu'il G-Peuple là? Eh bien nous-mêmes, Famille Lavalas, G-Peuple là, quitte lycée G8, G30, nous tous, dans Koumikano dit, l'opposition plurielle là, nous-mêmes, Famille Lavalas, nous dit, nous appuyer toute mobilisation, nous appuyer toute mobilisation qui va gagner là pour nous combattre coup d'État électoral ça. Nous le mouvement qui belle en pile, côté tout le monde qui parle là, yo dit yo pas nous dit nous pas obéir. Nous te dit on pas obéir 17 janvier yo fait bac. 27 décembre yo fait bac. Nous pas obéir. 17 janvier nous pas obéir. 11 janvier ça, nous pas obéir. Et 24 janvier, nous pas obéir. Haïti, élection toujours. À partir de ce samedi, les députés élus pourront s'inscrire au Sénat de la République pour les suites relatives à la séance de validation, informe le président du Grand Corps. Andriss Richer ajoute que cette disposition sera valable pour les sénateurs élus lundi prochain. Acte de naissance, 3 photos, le moniteur de la publication de la liste des élus ainsi que le certificat du CUP sont entre autres pièces requises pour la validation. Les précisions du sénateur Andriss Richer au micro de Wendy Henry. À partir de demain, au niveau de la Chambre des députés, nous allons commencer avec inscription pour que les députés viennent et on va laisser faire par département parce qu'ils sont 99 et il y a des travaux. Donc, par conséquent, il n'y a pas besoin de venir en un seul coup. Donc, on va leur dire comment ils peuvent se présenter. Pour ce qui concerne les sénateurs, nous avons décidé au niveau du Sénat de la République de les recevoir lundi matin à partir de 10h. Pour venir là, nous demandons pour venir avec des documents très simples, c'est-à-dire le acte de naissance, 3 photos, et puis nous demandons tout pour venir, bien sûr, même quand nous gagnons moniteur, mais au même tout, nous sommes capables de faire effort, nous sommes capables de chercher moniteur venir avec elle. Et comme le CEP hier a distribué des certificats, nous disons qu'on doit venir avec certificat à tout. Et pour venir là, au secrétariat général du Sénat, pour nous faire inscription. Et qu'après, on verra pour la séance de validation. Côté que si tout n'est fin inscrit, ils sont disponibles. On a fait une séance de validation. Côté que il a prêté serment pour que yo vini effectivement sénateur. La rentrée parlementaire ne pourra pas être possible sans la lettre du CEP reconnaissant les élus, a rappelé le président du Sénat. Andriss Richer dit déplorer le fait que 2 semaines après la correspondance du Conseil au président de la République, il n'a toujours pas reçu la lettre. Le président Martelly a pour devoir d'envoyer une copie de cette lettre aux représentants des pouvoirs de l'État, a dit Andriss Richer. Ces déclarations au micro de Wendy Henry. Pour l'instant, ils sont des élus. Mais, par contre, tout ceci sera possible que seulement si le président de la République me transmet la lettre
que CEP a été voyé Bali pour dire que mes résultats élection et dans l'article 188 là, il dit très clairement que le CEP communique au président de la République les résultats et le président de la République envoie une copie de cette lettre au Parlement. Faut me dire nous, ça fait près de 15 jours, jusqu'à présent cette lettre n'est toujours pas arrivée au Parlement. Et quand le président décide de promulguer et résultat, eh bien, livre dans la presse, qu'on y a presse à lui-même, vous voyez le tourner Bali. Donc, il a pour devoir d'envoyer une copie à chaque responsable des 3 pouvoirs de l'État, que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas recevoir. Autre nouvelle, le rapport d'enquête de la commission d'éthique de la Fédération protestante d'Haïti révèle que le conseiller électoral Vijonnet Desméraud, représentant de l'église protestante au sein du CEP, n'est nullement impliqué dans le scandale de corruption qui secoue l'institution électorale. Plusieurs personnalités ont été auditionnées dans le cadre de cette enquête, dont l'ancien sénateur Simon Dieusol Dera, qui a éclaté le scandale, a expliqué le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Exantius. Il précise toutefois que le dossier n'est pas clos. D'autres instances auront à investiguer sur cette affaire. On l'écoute au micro de Jonis de Saint-Ilus et Max Joseph. Effectivement, la commission d'éthique de la Fédération protestante d'Haïti travaille sur question. Ils ont rencontré et également obtenu un mail du sénateur Simon Dera. Ils ont rencontré le professeur Desméraud. Ils ont rencontré Kabinelli. Ils ont recueilli bande magnétique côté des déclarations qui étaient faites. Et lorsque la commission d'éthique a fini de rencontrer tout le monde et fait toute analyse, il a révélé que le pasteur Vijonnet Desméraud n'est pas impliqué dans la question. Nous venons devant la presse pour nous donner la presse résultat enquête là et nous dit tout. Question a été ouverte, nous en tant qu'église, à n'importe quel moment nous présentons preuve, eh bien nous comme église, nous prenons une décision qu'il faut contre le conseiller. Mais pour l'instant, la commission n'a pas joint aucune raison qui montre que le coupable, quoi que ce soit, n'a affaire que accusé là. Et mais nous-mêmes, nous pas voulu que pour nous dire bon, c'est entre eux, ils fait enquête là, nous demandons RNDDH également pour faire une enquête. Et ils ont déjà rencontré avec le conseiller Desméraud et nous attendons résultat enquête RNDDH. Bon, nous te dit aujourd'hui, nous te un mandat clair, nous dit nous avons une conférence sur le cas pasteur Vijonnet Desméraud. Donc bientôt, nous attendons des positions fédération sur question politique. Autre information, la conférence des évêques catholiques d'Haïti dit avoir pris acte de la décision du docteur Ricardo Augustin de démissionner de son poste de conseiller électoral. Lit-on dans une note rendue publique le 7 janvier 2016 et signée par le cardinal haïtien Chibli Langlois. La CEH assure le peuple haïtien qu'elle est disposée à pouvoir au remplacement de son représentant au sein du CEP dans le meilleur délai. Rappelons que le représentant de l'Église catholique au CEP avait, dans une lettre adressée au président Michel Martelly, annoncé sa démission de l'institution électorale en date du 5 janvier 2016, sans donner les motifs de sa décision. Autre point de l'actualité, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, de concert avec la Fondation internationale pour le système électoral IFES, a présenté les résultats de l'audit d'accessibilité des personnes à mobilité réduite au centre de vote lors des élections du 25 octobre sur un échantillon de 30 centres de vote à travers 6 départements dans l'Ouest, l'Artibonite et le Nord. L'audit permet de découvrir que beaucoup d'avancées ont été réalisées en vue de faciliter plusieurs dizaines de handicapés de remplir leurs devoirs civiques et politiques, contrairement au 9 août 2015. Les précisions de Gérald Auriol Junior au micro de Pierre-Louis Rouvange et Max Joseph. Si nous prenons question et accessibilité à l'environnement bâti, il faut que nous reconnaissons que un pile effort pour nous faire à niveau ça, parce que un pile dans le centre de vote est malheureusement pas adapté, donc il est difficile pour
un monde qui vivent avec mobilité réduite, par exemple un monde en fauteuil roulant, capable de joindre accès à bureau de vote facilement. Il y a l'autre effort pour nous faire, par exemple, matériel que a utilisé dans le bureau de vote et pas toujours accessible. Par exemple, un non-voyant et ça nous relève un aveugle qui voulait aller voter, et bien bulletin n'est pas fait vraiment avec braille ou bien pas de dispositif vraiment que utilisé pour faciliter et droit de vote de manière autonome à non-voyants. Donc, c'est des recommandations et de ce genre qui nous fait et by CEPA pour justement à l'avenir capable une meilleure performance, capable d'assurer une meilleure participation aux handicapés et en même temps tout il faut que nous reconnaître qu'il y a un pile d'efforts déjà qui fait à ce niveau et donc nous remercier et IFES également CEPA pour collaboration pour engagement et nous souhaitons capable continuer collaborer ensemble vraiment pour nous assurer que petit à petit le processus électoral là beaucoup plus inclusif comme ça on est capable d'assurer que les handicapés sont capables de participer normalement et à travers tout le processus électoral là. Nous l'avions annoncé en titre, une cérémonie pour marquer l'intégration de la BID dans ce projet. SMASH s'est déroulé ce vendredi à Drouillard, lequel projet a été lancé en 2013 par Brana. Les principaux objectifs de ce projet consistent à augmenter la production de sorgho à 100% et avec elle le revenu des agriculteurs de SMASH de 75%. La directrice de la Brana salue la décision de la BID de faire partie de ce projet. Pour sa part, le chef des opérations de la BID en Haïti, Gilles Damet, croit que l'apport financier de la BID à ce projet permettra d'augmenter les producteurs faisant partie de ce projet. Écoutons-les tour à tour au micro de Wesley Antoine et Yvon Seyid. C'est un plaisir donc d'aujourd'hui accueillir la Banque internationale de développement dans l'alliance de SMASH à l'Étoile du Nord. Quel content! Lorsque Brana est devenu une partie de la compagnie Heineken en 2012, nous nous sommes engagés sur un objectif ambitieux, celui qui a été accompli par d'autres entreprises de Heineken autour du monde, d'utiliser des matières premières locaux pour la production des produits de la Brana. Il était avec cet objectif et esprit que SMASH a été lancé pour utiliser le sorgho cultivé localement dans la production de Malta H, une boisson que Brana produit depuis 1976. Avec plus de 3000 cultivatures déjà formées, le projet a gagné un pile de succès. Alors il est d'autant plus intéressant que ce soit le sorgho, la filière sorgho qui soit prise en compte dans cette initiative, dans ce projet, dans la mesure où je crois savoir que le sorgho n'a pas très bonne réputation en Haïti, tant du point de vue des consommateurs qui considèrent souvent que c'est une culture, un aliment de pauvres, qui sert à la soudure en période difficile, notamment dans les régions à saison sèche prolongée, mais également de la part de mes collègues agronomes qui, dans les dernières décennies, ont accordé très peu d'attention à cette culture. Et je trouve que c'est très dommage parce que c'est une culture très plastique qui permet aux producteurs, dans des conditions d'accès difficiles au marché, de diversifier les débouchés. Le projet SMASH a déjà engagé 3100 agriculteurs. Il est actuellement actif dans 3 régions du pays, à savoir le nord, l'ouest et le sud. La Brana finance ce projet à hauteur de 3,4 millions de dollars, la BID 2,4 millions et l'USAID 1,7 million. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Peter Molehan, félicite l'intégration de la BID dans ce programme et croit que les agriculteurs faisant partie du projet SMASH en bénéficieront pendant longtemps. Peter Molehan était au micro de Wesley Antoine et Yvon Seyid. Je suis très heureux d'être ici en cette grande occasion où nous accueillons la Banque interaméricaine de développement comme nouveau partenaire dans l'alliance SMASH, rejoignant ainsi l'USAID et Brana. SMASH englobe à présent 3 différents partenaires ayant divers talents
travaillons tous ensemble pour améliorer la vie de près de 18 000 agriculteurs. Ceci est un programme pour les Haïtiens et par les Haïtiens. Comme l'a dit M. Joseph Damoclès, c'est un produit national, facilité par la coopération internationale. Des agriculteurs haïtiens produisent du sorgho, le vendent à des Haïtiens pour le traitement, puis des Haïtiens en font la maltache qui sera achetée et consommée par des Haïtiens. Smash aide les agriculteurs haïtiens à produire un meilleur sorgho en plus grande quantité afin que Brana n'ait plus à l'importer, ce qui permet de garder les bénéfices en Haïti. Je suis heureux de voir que la BID apprécie aussi la valeur de ce programme et je salue chaleureusement son adhésion en tant que partenaire. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Les autorités mexicaines viennent d'arrêter l'un des hommes les plus recherchés de la planète. En cavale depuis le mois de juillet 2015, le baron de la drogue Joaquín El Chapo Guzmán, de 58 ans, s'était évadé d'une prison de haute sécurité via un tunnel de plus d'1,5 km de long. Il faut souligner qu'il était un simple paysan devenu milliardaire grâce au trafic de drogue. Reportage Euronews. Le baron de la drogue le plus recherché au monde a été capturé. Joaquín Guzmán, dit El Chapo, s'était évadé de sa prison de haute sécurité au Mexique en juillet dernier. Il a été appréhendé lors d'une opération de la marine dans l'état de Sinaloa. Le président mexicain Enrique Peña Nieto l'a annoncé sur son compte Twitter. Mission accomplie, nous l'avons eu, a-t-il écrit. L'opération d'envergure a eu lieu dans le fief d'El Chapo, à la tête du cartel le plus puissant du Mexique, dans une maison où se trouvaient des hommes lourdement armés. 5 ont été tués et 6 détenus. Aucun détail en revanche sur l'état de Guzmán, qui avait déjà été blessé à la jambe et au visage lors d'une autre tentative de capture en octobre. Le narcotrafiquant de 58 ans s'était évadé de la prison d'Altiplano près de Mexico par un passage creusé sous la douche de sa cellule, s'ouvrant sur un tunnel d'1,5 km. Il s'était déjà évadé en 2001. Sa cavale avait alors duré 13 ans. À l'étranger toujours, 2 hommes munis d'une arme à feu, d'un couteau et d'une ceinture d'explosifs ont attaqué vendredi 8 janvier un hôtel de la station balnéaire égyptienne de Hurghada, sur la mer Rouge, à plus de 500 km au sud de la capitale égyptienne. 3 touristes suédois et autrichiens sont légèrement blessés. Un assaillant a été battu par la police et l'autre est blessé. Reportage Euronews. 3 hommes armés ont attaqué un hôtel fréquenté par des touristes ce vendredi soir, situé dans la station balnéaire de Hurghada sur la côte de la mer Rouge en Égypte. Les hommes ont ouvert le feu à l'entrée de l'hôtel, blessant 3 vacanciers, un Danois et 2 Allemands. Les assaillants sont arrivés en bateau par la mer armés de fusils, l'un d'entre eux muni d'une ceinture explosive. Ils auraient brandi un drapeau d'État islamique selon certains témoins. 2 des assaillants ont été abattus par la police. Et à présent, suivez la rubrique météo avec Célène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le dernier sorti bulletin météo pour semaine qui j'ai en condition de temps présenté dans Caraïbes et sur Atlantique là. Nous avons un centre de basse pression qui continue à faire chemin dans l'Atlantique Nord là et qui prolongé par un creux frontal qui retrouvé dans le nord-est République dominicaine. C'est paramètres qui influencent les conditions météorologie région Caraïbes pour Assoya. Kounya, c'est le moment pour nous connaître que la température est présentée bon côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire national là entre 24 et 17 degrés. La température n'est pas montée que 24 degrés et elle pas descendre que 17 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 7 degrés. Zone de température la plus haut pour Assoya, c'est Jérémy qui a 24 degrés. Mais Jérémy, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une légère brise qui a pris direction nord-est avec une vitesse 7 km/h. Zone qui a fait c'est Okaï qui a 23 degrés, Jacmel Miragouane qui a 22 degrés, au Cap-Haïtien Gonaïf Liberté qui a 21 degrés, mais au Cap-Haïtien il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une légère brise qui a pris direction l'est avec une vitesse 4 km/h. Zone de température là, moins élevée pour Assoya, c'est Port-de-Paix qui a fait très bon à 19 degrés et puis Inche qui a fait très bon à 17 degrés. Pour Port-au-Prince
Port-au-Prince lui-même, température là 22 degrés, la fait bon. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. Nous avons une très légère brise qui a pris direction l'ouest avec une vitesse 3 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord qui a bien la mer agitée. Nous avons dit pour prendre un peu de précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans la mer. Pour bas côté zone côtière sud à Gorge la Gonave, il y a la mer peu agitée, nous avons dit pour prudent quand même. Jeudi, le soleil a levé à 6h25, il est couché à 5h29. Proverbe nous poisson il dit l'argent fait nèg monter masse fait. Merci tout le monde qui t'a suivi. Dernier sorti bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons un bon week-end sur Télésignal. Merci Célène et à présent, je vous rappelle l'actualité avant de fermer cette édition. Qualification du 11 national de football pour la Coupe América Centenario qui se déroulera en juin 2016. Les Grenadiers ont battu ce soir la sélection trinidadienne 1-0 grâce à une superbe réalisation de Pascal Millian. Tout est fin prêt du côté du Conseil électoral provisoire pour la réalisation des élections du 24 janvier 2016. Le CEP entamera la distribution des matériels sensibles et non sensibles à travers tout le territoire national dimanche prochain, annonce son secrétaire exécutif. Autre point de l'actualité, l'opposition politique ne démord pas et persiste à obtenir l'annulation de ce qu'elle appelle un coup d'État électoral. Une nouvelle journée de manifestation de rue a été organisée en ce sens à Port-au-Prince. La Banque interaméricaine de développement BID rejoint le projet SMARCH lancé en 2013 par Brana en vue d'augmenter la production de sorgho dans le pays. La BID apporte une contribution estimée à 2,4 millions de dollars à ce projet. À l'étranger, capture ce vendredi par les autorités mexicaines du baron de la drogue El Chapo. En cavale depuis juillet 2015, Joaquín Guzmán a été jusqu'ici l'un des hommes les plus recherchés de la planète. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programmation sur Télésignal.